Merci. Pour cette deuxième table ronde, j'accueille Vanessa Holz, directrice générale de Bank of America Securities Europe et responsable France. Bienvenue. Adel Rahmani, co-responsable du baromètre de la diversité dans les COMEX. Pascal Gentil, chef de projet de développement RSE chez ADP Aéroport de Paris et double médaillé olympique de taekwondo. Pascal Gentil. Didier Pététin, directeur général délégué de Vicat. Ils sont là, on les a déjà appelés sur scène, mais voilà. Pascal Gentil, vous voulez bien... Et Mathieu Lemeur, directeur général Décor Écart. Voilà, vous êtes attendus sur scène. Bonjour. Merci à tous et à tous de participer à cette table ronde. Alors, d'ici 2050, la population des 20-64 ans va diminuer drastiquement de 49 millions en Europe. La France, évidemment, ne va pas échapper à cette raréfaction des compétences. Immigrés et descendants d'immigrés sont une chance, on le répète ici au sommet de l'inclusion, pour permettre aux entreprises de faire face et préparer l'émergence des leaders et des cadres de demain. On va voir maintenant comment, on parlait un peu de recrutement dans la table ronde précédente, maintenant on va voir dans l'entreprise comment on peut accompagner, faire émerger des leaders et en maintenant justement cette exigence de diversité dans l'entreprise. Alors, peut-être on va commencer avec vous, Vanessa Holz. Bonjour. Vous êtes donc la directrice générale de Bank of America Securities Europe, c'est bien ça? Je ne sais pas ce que c'est Securities Europe, mais je le dis. Bank of America, ça va Très bien, passer. Voilà. Chez vous, en fait, donc par exemple, si on prend votre bureau parisien, il y a plus de, donc là on parle de diversité d'origine, il y a plus de 40 nationalités, c'est bien ça? Oui, c'est exact. C'est vraiment, on a un groupe évidemment mondial avec plus de 210 000 employés, mais on a créé un bureau à Paris, mais un bureau européen qui dessert tous nos clients au sein de l'Europe. Et on a une base d'employés d'à peu près 700 personnes sur lequel on a vraiment voulu créer un bureau qui soit multiculturel, qui soit très diversifié. Et on a plus de 40 nationalités. 50% de nos effectifs ne parlaient pas un mot de français en arrivant à Paris. On a beaucoup aidé justement pour qu'ils apprennent la langue. Et c'était quelque chose de fondamental pour nous, pour que ces différentes nationalités s'inscrivent dans la diversité, parce qu'on fait de cette diversité une richesse. Donc c'est vraiment ce qu'on a voulu en venant à Paris pour servir nos clients européens. Donc ce sont des personnes qui viennent de tous horizons, de tous univers, que ce soit d'Asie, que ce soit d'Europe, que ce soit des États-Unis ou bien au-delà. Donc c'était vraiment une volonté dès le début de ne pas avoir un bureau franco-français à Paris, mais qui soit le miroir un peu des clients auxquels on s'adresse. Et c'était vraiment une volonté importante. Donc, et peut-être que justement on peut l'illustrer. Ce que vous dites là, ça s'illustre, je crois, par des initiatives d'employés qui sont portées et valorisées par la banque. Est-ce que vous avez quelques exemples? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment voulu faire en sorte que nos employés puissent s'exprimer, puissent partager les uns avec les autres leur culture, leurs ambitions, leurs traditions, et de faire connaître aux autres. Donc on a ce qu'on appelle des employee networks, donc des réseaux d'employés qui sont portés par les employés à leur initiative, mais qui sont supportés par la banque. Et à peu près la moitié de nos effectifs font partie de ces différents networks. Ça peut être un LGBTQ+ network ou d'autres networks qui font en sorte que on puisse, encore une fois, connaître, partager, échanger, dialoguer sur ses cultures, ses envies, ses ambitions. Et d'ailleurs, ils sont extrêmement populaires puisque la plupart de nos employés vont, par exemple, à la fin de l'année ou durant ces employés, partager et connecter entre eux. Je pense qu'il est absolument fondamental de connaître, d'échanger pour pouvoir travailler ensemble dans les meilleures conditions. Et ce qui fait aussi que nos employés ont envie d'être là, ont envie de venir travailler. Et c'est ce qu'on appelle fondamentalement chez nous « a great place to work », c'est-à-dire un endroit où on a envie
de venir et avec tout ce qui compose sa propre culture, ses propres traditions. Et c'est quelque chose qu'on a mis en place, un multicultural network, pour s'assurer que nos employés sont heureux de travailler et surtout qu'il n'y a pas de crainte, qu'il n'y a pas de peur de pouvoir parler, de pouvoir discuter. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental et qui est inscrit dans l'ADN de Bank of America et ce qu'on a essayé de retraduire aussi en France. Alors ça, c'est très américain pour le coup, Oui. et c'est très étonnant parfois pour nous en France. Ça veut dire qu'on parle de son origine ethnique, on parle de son orientation sexuelle dans l'entreprise, c'est ça, hein? Tout à fait, Concrètement, c'est-à-dire ces qu'on groupes, a la liberté de, bien sûr, on n'est pas contraint, c'est vraiment à l'initiative des employés de parler. Et c'est effectivement, vous avez raison, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire dans l'ADN américain, il y a des mesures qu'on n'a pas en France sur les points de vue, l'ethnicité, vous parlez, etc. Mais c'est une volonté de parler, encore une fois, d'échanger depuis des dizaines, enfin plus de 10 ans au sein de Bank of America et au-delà. Ça fait partie de la culture de la banque américaine et de ce qu'on appelle la diversité et l'inclusion. Vous parliez d'intégration. Nous, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. D'abord, on essaye que nos employés soient de milieux le plus divers et de nationalités le plus diverses, mais après, il faut intégrer, c'est-à-dire il faut s'assurer qu'ils puissent s'exprimer et qu'ils puissent se sentir chez eux et surtout en droit d'exprimer tout ce qu'ils ont envie de faire. Donc ça va par le biais de ces réseaux, mais aussi par plein d'autres initiatives où on s'assure qu'ils sont bien dans le milieu professionnel et qu'ils ont surtout des ambitions et la possibilité de s'améliorer, de progresser, d'avoir un profil de carrière important, que ce soit au sein du bureau parisien, mais partout ailleurs. C'est pour ça que cette culture, c'est pour ça que cet aspect multidimensionnel est important. Et pour s'intégrer, on met en place toutes les mesures possibles pour qu'ils puissent le faire sans obstacle. Donc là, on parle de diversité d'origine, beaucoup dans ce que vous décrivez. On parle aussi de diversité socio-économique, c'est-à-dire aller essayer, mais on en parlera probablement après aussi, essayer d'aller intégrer, justement, inclure je dis les enfants parce que moi je m'occupe beaucoup d'enfants, mais les enfants et puis les jeunes jusqu'à leur insertion sur le monde professionnel, qui sont issus des quartiers pauvres, populaires de France. Vous avez, Pascal Gentil, une initiative donc chez Aéroports de Paris. Vous êtes chef de projet développement RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Vous avez une initiative justement qui vous pousse à aller chercher ces talents dans les milieux populaires. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, complètement. Le groupe ADP a lancé une initiative qui s'appelle AeroWork, qui permet de recruter des talents différemment dans les territoires et surtout sans CV. C'est un algorithme où finalement on répond à une vingtaine de questions et en fonction des questions, on vous donne accès tout de suite à un certain nombre d'offres d'emploi. Évidemment, il y a beaucoup d'emplois sous tension. On s'est surtout rendu compte, puisque l'aéroport de Paris, c'est 5000 collaborateurs et c'est 120 000 emplois. Et on est très tourné vers les territoires, évidemment Orly avec le 94 et le 91 et Charles de Gaulle avec le 93, le 77 et le 95. Et ces territoires sont riches en talents et donc on s'est dit comment permettre à cette myriade de partenaires qui travaillent pour le groupe ADP de recruter, mais recruter différemment. Et c'est pour ça qu'on a lancé AeroWork et ça fonctionne, puisque depuis que ça a été lancé, on a bon nombre de jeunes qui ont pu intégrer et trouver leur premier job par ce moyen. Est-ce que vous pouvez nous décrire très précisément comment ça fonctionne? Oui, très simplement, c'est un algorithme avec de l'IA. On vous pose des questions très basiques. Par exemple, si vous invitez quelqu'un à la maison, est-ce que vous suivez la recette ou est-ce que vous improvisez? Est-ce que vous êtes plutôt à la mer ou à la montagne? Enfin, c'est des questions très très basiques, complètement. Vous pouvez essayer d'ailleurs si vous êtes curieux ou curieuse. aerowork.fr, vous mettez une adresse email, vous renseignez pour vérifier que c'est un mail authentique et derrière tout de suite vous avez accès en fonction de votre sensibilité à telle ou telle offre d'emploi existante, ce qui est assez remarquable. Et ça inverse l'effet de levier, j'ai envie de dire. Ce sont les recruteurs qui se
précipitent pour avoir le talent tout de suite. Alors qu'en temps normal, c'est le recruté qui, avec son bâton de pèlerin, va essayer de séduire. Alors que là, tous les prestataires, toute cette communauté aéroportuaire est regroupée sur une même plateforme. Oui, c'est eux qui vont chercher les talents un par un. Tout à fait. Il y a un vivier dans nos territoires et d'ailleurs, je l'incarne un petit peu puisque j'ai grandi, je suis né à Paris dans le 18e, j'ai grandi Kremlin-Bicêtre, puis dans le 9-3 à Tremblay en France. Je suis un ancien sportif de haut niveau, donc la gagne, la France qui gagne, on en a beaucoup parlé cet été. Et j'incarne un petit peu aujourd'hui, je suis cadre du groupe ADP, cette réussite, le plafond de verre. Moi, je fais beaucoup d'interventions dans les territoires et je dis aux jeunes, c'est possible, il faut d'abord avoir ce rêve, savoir au fond de soi qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous donne envie de nous lever le matin. Et une fois qu'on a ce rêve, on peut y mettre tous les efforts. Souvent, on me parle de sacrifice et je dis non, c'est aucun sacrifice, ce sont des choix. Et donc, on a la chance, avec le groupe ADP, d'avoir ce formidable terrain de jeu où finalement on peut s'exprimer, on peut évoluer et voilà, je suis très content qu'Augustin Dromanet ait eu ce flair de recruter un ancien sportif de niveau, de mélanger avec des gens qui arrivent d'univers différents, de polytechniques, de grandes écoles et voir qu'un sportif de niveau qui finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui apprend toute la journée à résoudre des problématiques. Dans le sport, quand on a un adversaire en boxe qui veut vous frapper, il faut être plus rapide, il faut être plus malin, il faut trouver l'angle, l'esquive. Et donc un sportif de niveau, c'est quelqu'un qui a cette capacité d'adaptation, cette faculté de travailler en équipe, qui a appris également le chemin du succès, le chemin de la réussite. Et voilà, j'ai eu la chance de faire partie d'avoir été recruté par Augustin Dromanet, donc notre PDG, et surtout de travailler dans l'équipe de Laure Kermen, qui est la directrice de l'engagement citoyen et de la stratégie RSE du groupe. Et donc, ça fonctionne très, très bien. Donc, les grands groupes, n'hésitez pas à recruter dans les territoires et surtout des anciens sportifs parce qu'ils ont quelque chose à apporter en termes de team leader. Oui, j'allais vous demander, vous avez identifié les mécanismes qui vous ont permis de faire éclater le plafond de verre. Est-ce que c'est une rencontre avec justement une bonne fée ou est-ce que c'est aussi votre carte sportive, j'imagine, qui a également joué? Je dirais que c'est un peu le mélange de tout. Quand on est sportif de niveau, on apprend que l'échec est le cheminement vers la réussite. On apprend de son échec quand on travaille et qu'on arrive à un examen. Qu'on réussisse ou non, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'analyser ce qui nous a manqué et de se relever de cet échec et de poursuivre. Et finalement, l'échec ne devient ni plus ni moins qu'un jalon vers la réussite parce que le sport nous apprend la résilience, la persévérance. Et donc, à partir du moment où on sait ce qu'on aime et qu'on a cette résilience, cette persévérance, finalement, on est à l'aise dans la société et on peut redonner à la société et on peut finalement travailler aussi bien avec des gens d'autres directions, d'autres entités. Et c'est le travail d'équipe puisqu'on a un objectif commun, c'est la réussite de l'entreprise. Merci beaucoup. Adel Rahmani, vous êtes co-responsable de l'étude McKinsey Club 21e siècle, le baromètre, le fameux baromètre. Est-ce que vous pouvez nous dire justement, on a parlé à la fois déjà de ces deux notions, de diversité d'origine, diversité socio-économique, qu'est-ce que, en se privant de tout ça, qu'est-ce que montre votre baromètre? De quoi on se prive? Merci. Alors, succinctement, je vais peut-être commencer par présenter le club du 21e siècle. Donc, le club a été créé il y a 20 ans avec pour objectif de promouvoir une vision positive de la diversité en France. Le baromètre de la diversité, qui est à sa seconde édition, est un des projets phares du club. Alors, il a été lancé en 2021 et c'était une période où on avait aussi un besoin de mesures qui était plus important, qui était de plus en plus important, en particulier aux États-Unis après le décès de George Floyd. C'était également une demande croissante des investisseurs qui souhaitent investir dans des entreprises durables. Et donc, les aspects ou les questions de diversité font partie de ces sujets de durabilité. Et c'est également, on l'a constaté, une demande de plus en plus importante des jeunes générations. Il y a 2 ans, on a eu
une étude Harris Interactive en France qui indiquait que plus de 80% des moins de 35 ans souhaitaient voir dans les objectifs de leur entreprise inscrites les questions de diversité. Alors, pour revenir au baromètre, donc c'est un baromètre qu'on a réalisé sur des entreprises des grandes entreprises françaises. On a eu plus de 1000 répondants. C'est un outil qui permet de factualiser la mesure de la diversité dans les instances dirigeantes des grandes entreprises. Alors pourquoi les instances dirigeantes? Tout simplement parce qu'on considère qu'il est un peu plus aisé d'inclure de la diversité par le bas, mais c'est quand même beaucoup plus difficile de le faire par le haut. Il y a des lois pour ça, par exemple pour la parité homme-femme dans les conseils d'administration. Néanmoins, on sait très bien qu'on peut avoir une femme membre de plusieurs conseils d'administration. Par contre, une femme ne peut pas être membre de plusieurs COMEX. Et que pour arriver au niveau COMEX, il y a un travail de préparation et donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est aussi pour nous un moyen de permettre aux jeunes générations d'avoir des rôles modèles au sein de leurs organisations. C'est ce qui permet de croire, de vouloir et d'avancer, parce qu'on sait que quelqu'un l'a fait avant nous, et donc on va vouloir, on va espérer, on va travailler pour atteindre cet objectif. Je ne peux malheureusement commenter tous les résultats du baromètre. J'ai choisi quelques chiffres que j'ai souhaité vous présenter. Donc le premier, alors je ne sais pas, vous le voyez là, très bien, génial. Donc, dans le cadre du baromètre, on a mesuré la part des profils internationaux et on a aussi mesuré la diversité culturelle des dirigeants français et la diversité sociale des dirigeants français. Si on s'arrête sur la diversité culturelle des dirigeants français, la proportion des dirigeants français issus de la diversité, donc première, deuxième ou troisième génération, est de 32% dans l'échantillon du baromètre. Et ça le même chiffre, enfin le même paramètre dans la société française est de l'ordre de 30%. Donc on est à peu près sur une diversité culturelle dans l'échantillon qui est comparable à celle de la diversité française. Néanmoins, il y a dans la population française, pardon. Néanmoins, il y a une différence notable, c'est la part de la deuxième et troisième génération. Donc on constate que dans l'échantillon, la part de deuxième et troisième génération est beaucoup plus importante que sa même part dans la société française. Si on regarde d'un point de vue un peu plus qualitatif cette proportion-là, on constate qu'il y a une surreprésentation de la diversité d'origine européenne dans l'échantillon versus cette diversité-là au sein de la société française. Donc on est à 58% dans l'échantillon et 49% dans la société française. Et on constate également qu'il y a une sous-représentation des Français d'origine maghrébine dans l'échantillon versus dans la société ou au sein de la société française. Donc on est à 14% dans l'échantillon et à 29% dans la société française. C'est également le cas pour la diversité originaire du Maghreb hors Afrique. Donc là, on peut voir que malgré les similitudes en termes de proportion, donc les 32 versus les 30%, quand on regarde dans le détail, on a quand même quelques sujets de représentation. J'ai également souhaité partager avec vous un autre chiffre issu du baromètre. Donc si on peut passer à la slide suivante. Et là, on est plus sur les questions de diversité sociale. Donc on a également comparé la part des répondants qui ont un diplôme licence ou infra dans les cadres dirigeants français comparé à cette même part dans les cadres dirigeants internationaux. Et on constate qu'on passe de 5% des cadres dirigeants français qui détiennent un diplôme licence ou infra à 23% des cadres internationaux. Donc ça veut dire qu'on valorise différemment l'expérience professionnelle des cadres internationaux versus l'expérience des cadres français. Donc là également, peut se poser un certain nombre de questions et on considère au sein du club qu'il y a un travail à faire sur ça. Alors, si je peux allez-y. conclure. Donc, la mesure est importante parce que ce qui n'est pas mesuré n'est pas géré. Maintenant,
il ne faut pas s'arrêter à la mesure. Quelles sont les actions qui sont mises en œuvre après avoir réalisé ces mesures-là? Donc, au sein du club et avec McKinsey, on accompagne les entreprises participantes au baromètre entre 2 éditions du baromètre pour partager avec elles les meilleures pratiques qu'on a identifiées dans le cadre de nos activités. Et on les incite également à mesurer l'évolution au sein des organisations pour voir où est-ce qu'on était à un point A et où est-ce qu'on est arrivé au moment de la 2e, de la 3e, de la 4e édition. On a également lancé avec McKinsey une charte qu'on appelle CEO for Inclusion qui a été signée par plusieurs CEO dont CEO d'Accor, Sébastien Bazin ou Alexandre Bompard pour Carrefour et d'autres grands groupes. La charte liste un certain nombre d'actions que s'engagent à mettre en œuvre ces CEO dans la mesure en interne, mais également mettre en place des programmes pour accompagner les talents issus de la diversité, s'assurer que toute l'échelle toutes les promotions possibles toutes les promotions leur sont possibles au sein des organisations. Et également, et une action qui est d'ailleurs, de mon point de vue, très intéressante, chaque CEO signataire s'engage à mentorer une personne issue de la diversité. Que ce soit une personne qui vient de l'organisation qu'il dirige ou une personne en dehors de cette organisation-là. Et le but ici est de permettre à ces CEO aussi éventuellement de changer leur perception de la diversité. Alors certains ont été en contact avec des personnes issues de la diversité, mais des fois ce n'est pas le cas. Donc c'est un peu notre manière à nous de les pousser à être en contact avec cette diversité-là. Merci beaucoup. Je voudrais juste revenir sur un point, une chose que vous avez dite et qui interrogera sûrement, qui fera réagir peut-être Didier Pététin et Mathieu Lemeur. Quand vous disiez tout à l'heure, donc il y a beaucoup de très bonnes raisons pour mettre en place des mesures d'inclusion dans son entreprise. Et en particulier, vous parliez, alors ça c'est une mesure un peu impérieuse, vous parliez des demandes des investisseurs qui de plus en plus demandent à investir dans une entreprise durable. Est-ce que vous pouvez un peu élaborer sur ce point? Ça veut dire quoi? C'est quoi leur demande précisément? Alors, d'abord mesurer. Ensuite, on a, et Vanessa Holtz pourra le confirmer, dans le monde anglo-saxon, la mesure est quelque chose de tout à fait normal. En France, la statistique ethnique est interdite. Ça répond aussi au principe d'universalité de la France. Et donc, ces investisseurs ont déjà du mal quand ils s'adressent aux entreprises françaises parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de statistiques ou de données ou de mesures sur la question. Alors, on en a bien entendu en ce qui concerne les sujets de parité hommes-femmes, mais ça s'arrête là. Donc les baromètres que vous faites ou que Mosaïque fait contribue au débat et essaye de contourner un petit peu cette interdiction? Alors, il permet de contribuer au débat et il permet en effet de contourner cette interdiction-là parce qu'on pose des questions tout en restant dans les limites de la loi. Donc la première édition du baromètre nous a permis de co-construire ce baromètre avec McKinsey, mais également avec les entreprises participantes. Certaines se sont appropriées le baromètre et l'utilisent en interne pour leurs propres besoins et donc également pour le transmettre à leurs investisseurs lorsque c'est demandé. Donc voilà, c'est vraiment investir plutôt dans une entreprise durable, donc avec ces mesures, que dans une entreprise qui n'aurait pas ce sujet à cœur. C'est ça, finalement. Alors, une entreprise qui représente la société dans laquelle elle évolue, mais également une entreprise qui représente le marché sur lequel elle évolue. Aujourd'hui, on a sur le baromètre de la diversité 46% des dirigeants des grandes entreprises françaises qui sont internationaux. Néanmoins, quand on compare aux chiffres d'affaires réalisés par ces entreprises-là au niveau international, on est sur 70%, voire plus du chiffre d'affaires qui est à l'international. Donc c'est aussi un moyen de vérifier que les instances dirigeantes sont en adéquation avec les marchés qu'elles ciblent, surtout quand ces entreprises sont internationales. Didier Pététin, directeur général délégué de... Pardon, je ne sais pas si on dit VICA ou VICAT, j'ai un doute. VICAT ? VICA. C'est un nom de famille. Très bien, VICA. Donc VICA qui est l'inventeur du ciment, dont le nom est gravé sur la Tour Eiffel parmi les savants du 19e siècle. Ah, très bien. C'est donc la 7e génération de la famille qui est à la tête. Parfait. Donc, du coup, vous dites un mot de votre entreprise en même temps, grand groupe cimentier. Je sais que c'est un sujet que vous aussi, vous avez à cœur. Et comment, concrètement, vous le mettez en œuvre chez VICA ? Alors, peut-être rebondir sur les propos de Pascal Gentil. N'hésitez pas à rebondir. Je me retrouve totalement sur
l'idée, et notamment en ce qui concerne le management, le parallèle avec le sport, où je pense qu'aujourd'hui la mixité est indispensable parce que notre système éducatif ne prépare peut-être pas nos élites à l'échec, et que le sport le fait. Et donc la mixité est nécessaire pour avoir des approches complémentaires dans les entreprises. Alors après, par rapport à l'expérience d'Aéroport de Paris, on peut dire qu'on est complémentaires. Nous sommes des industriels. 85% de nos emplois sont des emplois industriels. Et nous ne sommes pas forcément implantés dans des QPV, mais plutôt en ZRR, donc des zones rurales. Et Vika a travaillé, a poussé pour reconnaître aussi la nécessité de l'inclusion dans ces zones rurales où on est souvent contraint par la mobilité des personnes et l'accès à l'emploi. Et donc, on a une approche qui n'est pas forcément techno, et enfin, les expériences sont très intéressantes. On aime bien piloter aux instruments, mais la connaissance des métiers est également importante, et c'est aussi là-dessus qu'on mise. Alors c'est peut-être basé sur cet héritage familial, une culture de proximité avec les équipes. Et le premier point, c'est l'engagement managérial au plus haut niveau de l'entreprise. Je pense que sans incentives du management au top niveau, rien n'avance. Et donc ça, c'est énormément important. Et donc nos recrutements aussi, et dans le choix et la sélection des cadres dirigeants, c'est un des points essentiels. Et ça veut dire quoi alors cet engagement? Comment ça se traduit cet engagement C'est manager? une proximité avec les équipes. Notre modèle est basé sur l'ancrage territorial. On a environ 250 sites industriels en France, de différentes tailles, avec des usines qui peuvent représenter jusqu'à plus d'une centaine de personnes en emploi direct et 10 fois plus en emploi indirect. Donc c'est une très bonne connaissance des territoires, un fort ancrage à travers des partenariats divers et variés, que ce soit business, que ce soit dans le sport, dans le rugby, dans le judo. On a Aurélien Diès était là tout à l'heure. Aurélien, on l'a accompagné sur les Jeux Olympiques. C'est un garçon qui est solaire, il a été champion olympique par équipe de judo. C'est quelqu'un de solaire qui a fait des études, qui a tout réussi pour l'instant. Donc bravo, et on a juste envie d'accompagner ces gens-là. Donc c'est de bien connaître nos territoires, d'accompagner les personnes qu'on y rencontre, de nouer des contacts avec l'écosystème, et ça permet de développer des synergies et des deals gagnant-gagnant. Et comment on procède? On communique beaucoup, on ouvre nos portes déjà, parce que nos industries sont très peu connues. Alors, quand je vous parle de béton ou de ciment, je n'ai pas fini avec du goudron et des plumes, mais ça pourrait ne pas tarder. Et donc, non, on est des émetteurs de gaz à effet de serre, certes, mais on se soigne, on est des gens responsables, on est des citoyens. Et on ouvre nos portes, on fait visiter, donc on est membre de Tous en Stage, donc avec des jeunes de 3e qui viennent visiter nos sites. On a recours à l'alternance et on a 7% d'alternants dans l'entreprise. 7%, c'est énorme parce qu'il faut les accompagner. Et c'est une vraie richesse pour l'ensemble de l'encadrement. On a des circuits très courts de hiérarchie, donc tout le monde est impliqué, mais moi de rencontrer des jeunes qui ont la banane, qui ont envie de découvrir les choses, qui ont envie de bosser, à qui on fait découvrir le monde de l'entreprise, on a une palette de compétences qui est assez impressionnante. Donc c'est la maîtrise de la géologie, c'est la maîtrise de l'environnement, de la biodiversité, c'est de la technologie, donc chimie minérale, organique, de la mécanique, enfin tous les domaines qu'on peut imaginer. Et donc vous avez une capacité, quand vous rentrez dans une industrie comme celle que gère Vika, vous avez la possibilité d'avoir un parcours de carrière assez exceptionnel, que ce soit dans différentes fonctions ou dans des implantations géographiques. Alors, on est présent en France, le groupe est encore, le siège social est en France et en Isère, 70% de nos effectifs sont en Auvergne-Rhône-Alpes, mais on est présent dans 12 pays, sur 4 continents sur 5. Et donc ça permet, mais à chaque fois on redéveloppe ce modèle qui est un modèle d'ancrage territorial avec des managers issus des territoires et quelques compétences spécifiques avec des expatriés, mais voilà, c'est ce modèle-là qu'on développe. Alors donc, si je comprends bien, votre façon d'inclure, de faire de l'inclusion et d'inclure des personnes issues de la diversité, c'est intralocal, c'est ça? C'est d'être un acteur du territoire et de contribuer à son développement par nos actions, par le partage, par l'échange, voilà. Et par le respect de la parole donnée aussi. C'est de dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit.
Très bien. Et est-ce que vous vous fixez des objectifs? Est-ce que, enfin voilà, comment au-delà de recruter, donc j'entends que vous commencez très tôt, visiblement. Quel genre d'objectifs on peut se donner dans un métier? J'imagine que vous avez beaucoup de métiers en On a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Enfin, je peux donner des chiffres, mais alors, on repart du fait qu'on représente 85%, enfin, les emplois sont à 85% industriels. Aujourd'hui, le pourcentage de femmes dans l'entreprise n'est que de 20%. 30% dans l'encadrement, 30% pour la maîtrise, 3% dans l'industrie. Parce que, en effet, il faut qu'on arrive à faire prendre conscience que les métiers de l'industrie sont aussi accessibles aux femmes. Mais vous cherchez des ingénieurs dans nos métiers, c'est extrêmement difficile, il y a peu de candidats. Donc, à nous de faire le travail, mais il faut que le travail se fasse dans les deux sens. Sur le handicap, on a 3% de personnel présentant une situation de handicap dans l'entreprise. C'est pas assez. Et pourtant, notre usine la plus moderne et qui est la plus importante qui est en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une cimenterie, donc c'est de l'industrie. 7% du personnel souffre d'un handicap. Donc on peut produire, on peut faire des choses. Et donc c'est d'avancer pas à pas, se fixer des objectifs, oui, on s'en fixe. C'est toujours faire mieux, mais on l'a fait en matière de sécurité. On a un taux de fréquence qui a baissé extrêmement fortement parce que tout le management s'est impliqué, l'ensemble des équipes. Bon, on n'a pas d'accident mortel depuis des décennies. On a un taux de fréquence qui est extrêmement faible et un taux de gravité qui est proche de zéro. Parce que, et donc on sait qu'on peut y arriver, et par l'exemple, on peut motiver et entraîner nos équipes, et c'est aussi un moyen d'attirer des talents. Une entreprise dont vous sortez blessé, que ce soit moralement ou physiquement, en général on n'y reste pas. Et ça aussi, ça fait partie des indicateurs qu'on peut mesurer, c'est un turnover très faible dans ce groupe. Mathieu Lemeur, vous êtes directeur général Décor et Écart Éducation, et vous, votre façon de répondre à cet enjeu, c'est d'identifier les potentiels très tôt. Oui, c'est ça, merci. Merci pour l'invitation, ravi de vous rencontrer. Je réagis à ce que dit Monsieur Pététin. Effectivement, je suis assez d'accord avec vous. Lorsqu'on sort brisé d'une expérience en entreprise, on peut pas réussir une carrière professionnelle, on ne peut pas s'engager. Les entreprises ont un rôle dans le parcours de chacun, et c'est ce qu'on essaie de faire. Et alors, je pense que pour l'inclusion et pour comprendre ce que sont les talents dans une entreprise, il faut des faits à un moment donné, parce que c'est vrai qu'on est tous réunis aujourd'hui ici pour une cause importante, mais il faut à un moment donné qu'on joue aussi le jeu, parce que les jeunes attendent ça. Moi, j'ai l'exemple de mon équipe qui est là devant moi. Merci d'être venu, de m'avoir accompagné aujourd'hui. J'ai des gens en face de moi qui, il y a quelques mois, étaient chargés d'accueil dans des établissements, qui sont responsables commerciaux aujourd'hui. J'ai Loïc qui est ici, qui est responsable de la communication et qui était étudiant et alternant dans nos écoles avant. J'ai David qui était coiffeur il y a encore 2 ans et qui aujourd'hui est responsable commercial. Et en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que l'inclusion, ça démarre déjà par le fait de faire confiance un petit peu aux ressources qui sont autour de nous, s'adapter aux gens, construire un projet organisationnel autour des gens qui nous composent, et pas l'inverse, justement. Les gens pensent, à tort, je crois, que c'est aux gens de s'adapter à l'entreprise, mais je pense que c'est à l'entreprise de s'adapter aux individus de son territoire. Et c'est ce qu'on essaie de faire chez Écor et Écart. On est des écoles RSE, éco-responsables. Donc, vu qu'on a choisi d'être sur les valeurs d'éco-responsabilité, on est dans des bâtiments HQE, à haute qualité environnementale. On est sur du zéro papier. On a un bilan carbone qui est quasi nul. Pour chaque diplômé, on plante un arbre. On essaie de faire des choses. On a des valeurs. Et je crois que notre jeunesse a besoin de ça aujourd'hui. Ça veut dire que pour vous, c'est aussi une question d'adapter le management. Je crois vraiment, oui. Je crois vraiment qu'il faut adapter le management. Moi, avec mes équipes au quotidien, je ne suis pas comme sont peut-être beaucoup de gens qui pensent que parce qu'on est directeur général et qu'on gère plein d'écoles, il faut ne pas être accessible. Je crois que les gens aujourd'hui, les choses ont changé, très clairement. Il ne faut pas lutter contre ça, il faut vivre avec. Et c'est comme ça qu'on peut repérer les talents dans une entreprise, faire confiance à ses équipes, les faire se développer et parfois même voir des gens exploser au boulot, quoi. Vanessa Holz, vous êtes d'accord avec ça? On parle donc de faire évoluer le management. Et puis, la question de cette table ronde, c'est aussi comment est-ce qu'on fait progresser les talents, comment est-ce qu'on les garde dans l'entreprise, tous ces talents issus de tous les horizons. Vous êtes d'accord avec ce que dit Mathieu Lemeur?
Oui, je pense que c'est un point extrêmement important, c'est-à-dire que c'est effectivement à nous, les entreprises, d'aller nous adapter avec la richesse de cette diversité. Ce qui est fondamental, c'est d'aller sur le terrain et d'aller démystifier certains métiers, soit pour des catégories, soit socialement parlant, soit de façon de nationalité, mais c'est absolument fondamental. On se rend compte que finalement, il y a des préjugés sur certains métiers qui semblent inaccessibles à certaines populations. Et donc, c'est à nous de faire ce travail, mais c'est à nous, comme vous le disiez, d'aller le faire très tôt. Parce que quand c'est tard dans l'âge, ça devient encore plus difficile de convaincre que certains métiers, je parle du métier de la finance en l'occurrence, parce que c'est ce que je représente chez Bank of America, c'est à nous d'aller dans les écoles, c'est à nous d'aller vers les jeunes, de leur dire que c'est un métier qui est accessible à tous, que tant qu'on a envie de travailler, qu'on a envie de bien faire et qu'on a envie de s'intégrer et surtout de travailler en équipe, ce sont des métiers qui sont accessibles à tous, surtout que dans le métier, dans le secteur financier, il y a 15-20 métiers différents. Donc ça, c'est très, très important de faire ça. C'est très important aussi, et on a des partenariats ou des programmes où on va dans les écoles, surtout dans les quartiers prioritaires, pour faire visiter les bureaux, pour faire connaître ce qu'on fait au jour le jour et pour donner, on parlait de rôle modèle, ce qui est fondamentalement important, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui viennent de ces milieux-là et qui ont accès à tous les métiers du secteur financier. Donc c'est à nous de faire ce travail. C'est à nous d'y aller très tôt. Et je parle encore de façon, c'est déjà presque trop tard quand on va en fin de programme universitaire ou en fin de programme. Oui, justement, très tôt, j'allais vous demander, ça veut dire quoi pour vous? C'est quoi l'âge idéal? L'âge idéal, pour moi, c'est dès la 3e ou la 4e, d'aller dans les lycées, d'aller dans les collèges et de leur dire, voilà les métiers auxquels vous avez accès, voilà les métiers qui sont intéressants. Non, ne pensez pas que ce n'est accessible que pour les parcours académiques d'ingénieurs, etc., ce qui n'est pas du tout le cas. Moi, je ne suis pas ingénieur et j'ai fait du trading et du secteur financier. Donc ça, c'est extrêmement important. Et je pense que plus on y va tôt et plus on délivre ce message et plus on a justement cette population de diversité qui est importante. On est riche à cause de la diversité. On progresse et de façon purement économique si on enlève tous les autres aspects. Encore une fois, on se rend compte que les sociétés, les entreprises qui progressent le plus, ce sont des entreprises qui ont cette diversité, qui ont ce mix de culture, et c'est comme ça qu'on progresse. Donc ça, c'est absolument fondamental pour tous les succès futurs. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye de faire sur ce plan-là. Donc là, je parlais des écoles. Et puis on parlait d'un sujet qui est important aussi, d'aller recruter ailleurs, d'aller recruter. C'est pas seulement en interne. C'est nous, par exemple, on a un programme ça s'appelle Africa Recruitment, où on va dans les universités en Afrique pour proposer des stages à des centaines de stagiaires qui viennent de là-bas pour dire voilà ce qu'on vous offre, voilà ce qui est important de faire, où on a des recrutements qui sont à la base de tout ça. Et on doit continuer. Par réalité, on a parlé de démographie. La démographie, on a des continents qui deviennent de plus en plus vieux, entre guillemets, et des continents émergents qui ont ces bras et ces cerveaux dont on a besoin. À nous de faire cette éducation, à nous d'aller les chercher et à nous surtout de leur dire que tout est possible et qu'ils ont accès à ces secteurs d'activité. Mathieu Lemeur, vous voulez réagir? Oui, parce que ce que vous dites me parle beaucoup. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et je pense qu'on est riche de diversité, c'est clair. Et les entreprises, de toute façon, qui font le choix de se fermer sur elles-mêmes, sont des entreprises qui sont vouées à mourir. On a l'exemple aujourd'hui en France, vous avez l'exemple en face de vous, de personnes qui aujourd'hui gèrent des groupes. C'est des gens qui acceptent tous les jours d'être ouverts à la culture, à la compréhension des autres, à la compréhension du monde, parce que se fermer, c'est mourir. Et Pascal Gentil, c'est un excellent exemple pour ça. Peut-être pas pour les tout plus jeunes, mais c'est vrai que c'est formidable ce que vous faites, et on connaît votre engagement sur pas mal de choses également. Et nous, chez Ecor, Écart et chez Collège de Paris, que je représente, qui est quand même un réseau qui se compose de 100 écoles, qui accompagne plus de 20 000 étudiants par an, donc il y a plusieurs centaines de milliers de jeunes qui ont été formés en 10-15 ans. On croit vraiment que le socle d'une insertion professionnelle réussie passe par l'alternance. En tout cas, c'est notre façon de voir les choses. Chez Vika, c'est pareil. Et c'est des belles valeurs qui sont partagées ici, avec lesquelles je suis d'accord. Oui. Il nous reste quelques minutes, 2 petites minutes. Je crois que vous vouliez réagir, Adel Rahmani.
Merci. Oui, très rapidement par rapport aux actions et donc suite à ce que je viens d'entendre, on parle beaucoup de biais, on parle de certaines spécificités françaises, par exemple les questions liées aux grandes écoles. Et c'est une question qui est revenue lors de la préparation qu'on a eue de la table ronde. Certaines entreprises avec lesquelles nous travaillons ont mis en place un nombre d'actions très simples et l'une d'elles que j'apprécie et que j'affectionne en particulier consiste à ne plus indiquer l'école lors de la publication d'un communiqué de nomination d'un nouveau dirigeant. On va parler du parcours, on va parler de l'expérience, de ce qu'il a fait, mais on ne mentionne plus l'école. Ça paraît simple, mais l'impact, il est énorme. Et on le voit dans ces organisations-là qui maintenant, pour certaines, le font depuis plusieurs années. Donc ça passe aussi des fois par des petites actions qui peuvent sur le long cours avoir un impact très important. Pour le coup, pour des gens qui ont 40 ou 45 ans, ça peut paraître étonnant. Et pour des Américains, par exemple, ça paraît très bizarre de dire j'ai fait l'EDEC ou j'ai fait Polytechnique 25 ans ou 30 ans après. Enfin, c'est quand même une spécificité française très contestable. Quelqu'un veut ajouter encore quelque chose d'idée peut-être? Non, peut-être simplement un point. On n'a pas trop abordé le mentorat, qui se fait en dehors de l'entreprise, mais où on fait des rencontres assez exceptionnelles également, et où on peut, alors déjà, ça nous met face à nos propres réalités, et de rencontrer des jeunes en quête d'un chemin, d'une voie, et de pouvoir les accompagner, c'est extrêmement enrichissant, et ça ouvre quand même les yeux sur des choses qu'on ne voit plus, parce qu'avec l'âge, on perd un peu le fil parfois, et c'est extrêmement rafraîchissant. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument développer. Alors avec des expériences qui peuvent être plus ou moins positives, hein, mais il faut savoir dire stop aussi d'un côté ou de l'autre des candidats. Mais moi, j'ai eu une rencontre en particulier avec un jeune qui était arrivé de l'étranger, qui a un job aujourd'hui. C'est fantastique. Et ça aussi, je pense qu'il faut pousser ce type d'initiative dans l'ensemble des entreprises. Le mentorat, absolument bien représenté à l'ascenseur où loge le Mosaïque RH. Vanessa Holst, le mot de la fin. Je voulais juste confirmer ça, c'est-à-dire qu'on a parlé aussi de nos partenaires, c'est-à-dire Mosaïque par exemple. De notre côté, on reçoit des jeunes, on fait ce mentorat, on fait cette formation, mais c'est incroyablement... quand je vois nos employés qui sont en partenariat avec ces jeunes-là, ils reviennent avec le sourire jusqu'au plafond. On se demande qui sont les bénéficiaires. Et ce sont nous les bénéficiaires, je peux vous le garantir. Donc, et moi aussi, j'en ai fait partie. Et je reviens de là et j'appelle ça le sourire de ma journée. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être utile et ils nous apportent énormément. Donc, ces partnerships, ces mentorats, cette formation pour tous nos employés, pour la fondation, enfin pour Mosaïque, mais pour d'autres avant tout, c'est grâce aussi à ça qu'on est beaucoup plus conscient des efforts qu'on a à faire, de ce qu'on doit faire, et c'est extrêmement valorisant pour nous, les entreprises. Merci beaucoup, merci d'avoir participé. Pascal Gentil, le mot de la fin pour Pascal Gentil. Je ne sais pas, mais rapidement. Allez-y. Pour les entreprises, ne pas avoir peur d'aller chercher des talents différents, et pour les jeunes, c'est possible. Moi, j'ai fait du sport, c'est possible. Ayez confiance en vous et battez-vous pour vos rêves, c'est possible. Ne pas se dire, effectivement, cette entreprise ou ce quartier n'est pas pour moi. Et surtout les femmes, il y a beaucoup de femmes qui se limitent. Allez-y, foncez, et n'ayez aucun doute. Et allez convaincre vos parents aussi, pour les jeunes femmes. Et c'est possible, comme la série à laquelle vous participez, série de reportages donc lancée par la Fondation Mosaïque. Un grand merci à tous. Et merci à Virginie Salmen qui a animé avec brio ces 2 tables rondes.